m'appelle Jehan Tahri, je suis cinéaste d'origine égyptienne. Je suis aussi productrice et artiste visuelle. J'ai commencé en fait en tant que photographe et après j'étais journaliste. Et voilà, donc j'ai fait plusieurs métiers. J'ai grandi un peu partout dans le monde. Mon père était diplomate, donc on bougeait tout le temps, mais avec toujours la conscience qu'on est égyptien. Et, euh, et j'arrive en Égypte, j'ai à peu près 13 ans. Je parlais pas ni l'arabe, voilà, cette espèce de confusion. Mais l'identité principale étant égyptienne. Et j'ai fait mes études en sciences politiques. Et mon premier travail était chez Reuters, comme j'ai dit, en tant que photographe. Et puis j'ai commencé à écrire en tant que correspondante étrangère dans des zones de guerre. En fait, j'ai couvert surtout des zones de guerre. En fait, en tant que photographe, et après j'écrivais, j'étais devenue correspondante étrangère pour des journaux américains surtout, britanniques et américains, comme je suis surtout anglophone. Et il y a eu le moment de la guerre du Golfe qui était un vrai moment traumatique pour moi parce que bon, je couvrais des conflits. Avant, j'avais couvert la guerre au Liban, après la guerre d'Iran-Irak. Donc, j'étais un peu spécialisée dans la couverture des conflits dans la région. Et puis commence la guerre du Golfe en 1990-91. Et c'était un vrai choc parce qu'il y a eu un nouvel élément. Je me rappelle très bien comment CNN débarque pour la première fois. On voyait ces caméras, les gens. Et en fait, euh, peu importe ce qu'on écrivait, peu importe ce qu'on disait sur la radio, une fois qu'il y avait une seule image sur CNN ou bien à la télé, c'était ça la réalité. Donc pour moi, c'était évident que qu'il y a eu un vrai changement dans la transmission. Quand c'est avec image, donc ça veut dire que c'est vrai. Et donc pour moi, c'était évident qu'il fallait commencer à réfléchir autour de quelles sont nos images et qu'est-ce qu'on doit nous transmettre. Et surtout, je me disais que le news, c'est plus ce que je voulais faire parce que c'est vraiment très superficiel. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps dans la transmission, on n'a pas le temps de recherche, on n'a pas le temps. Et donc, je me disais que le documentaire était une façon de prendre le temps de faire des vraies enquêtes, de poser les vraies questions, mes vraies questions surtout, euh, et, euh, et en passant par l'image et en essayant de passer par nos propres images, pas seulement les images qui viennent de l'œil de l'Occident. Voilà, donc c'est un peu en réfléchissant autour de ça, et pour dire le moment critique pour moi, j'ai vu un documentaire qui s'appelle Suicide d'une nation sur la Yougoslavie, et pour moi c'était une vraie révélation, parce que à la fois on comprenait d'où venaient les origines de ce problème. On avait en première main les gens qui étaient dedans, qui essayaient d'expliquer les différents points de vue. Et on comprenait qu'est-ce que c'était les enjeux. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'arrivait pas à trouver à travers le moyen des journaux, que ça soit télévisé ou même en écrit. Comprendre d'où vient le problème, quelles sont les racines. Et donc, c'est un peu à cause de ce documentaire que je me suis dit que nous, on n'a pas encore raconté notre histoire de notre perspective. Donc voilà, j'ai pris cette route-là. On est pris dans une vraie dilemme.
parce que à la fois, on ne peut pas avancer dans le domaine culturel sans le soutien de nos pays. Donc le vrai engagement de nos États dans notre politique culturelle, dans le financement de nos œuvres, dans la décision que la culture fait partie de notre développement, on ne va pas avancer. On sera toujours des mendiants chez l'Occident pour faire un film en voulant trouver la petite brèche qui nous laisse parler tel qu'on veut. Mais en même temps, pourquoi je dis un dilemme? Que la plupart de nos pays nous laissent pas parler. Donc, à la fois, je veux qu'ils s'engagent, mais d'eux qui s'engagent, ils vont me censurer. Moi, je viens d'un pays où la moitié de mes amis sont en prison aujourd'hui. Donc, c'est là où il y a un dilemme. Donc, on a besoin de nos États, on a envie de nos États. Pourquoi? Parce que c'est de là où on vient. On ne va pas rester comme ça éternellement dans le diaspora en train de réclamer nos pays qui ne nous réclament pas d'ailleurs, qui ne veulent pas de nous. Mais moi, j'estime que l'Égypte va exister avec moi, sans moi, après moi, avec le pouvoir actuel et après. Donc, nous, tout ce qu'on peut faire, c'est un petit brique dans un mur qu'on construit ensemble, parce que peut-être les générations futures auront un avenir un peu plus facile. Parce que vous savez, on parle de l'Europe aujourd'hui, mais l'Europe aussi a passé par les guerres de 100 ans. Et l'Europe ne devient pas l'Europe comme ça du jour au lendemain. Donc, à nous de construire, à nous de trouver les modules qui permettent qu'on laisse un petit soupçon de quelque chose. Moi, avec mes films, même si des fois c'est censuré, même si des fois personne ne les voit, et ben dans 50 ans, quelqu'un va trouver ce film. Mais on ne peut pas dire que ça n'a pas existé. On ne peut pas dire qu'il n'y avait pas un moment où on avait besoin de réfléchir comment on sort de nos crises collectives. Sortant de la guerre du Golfe, j'avais un problème identitaire. Il était, comme je disais, j'avais tellement voyagé que je me considérais comme une citoyenne du monde. Et avec la guerre du Golfe, je me suis rendu compte que non, en fait. On nous demande de se classifier. Tu appartiens à qui? Et c'est quelque chose qui m'était jamais arrivé. C'est vrai que je suis égyptienne, mais bon, j'ai vécu de toute ma vie, j'ai vécu pas plus que 6-7 ans en Égypte. Donc je me suis retrouvée dans un vrai questionnement personnel et j'ai eu une espèce d'année de presque déprime où il fallait que je comprenne moi-même je suis quoi et qu'est-ce que ça veut dire arabe. Est-ce que les Berbères sont arabes? Non, ils ne sont pas arabes. Est-ce que les Nubiens, qui sont égyptiens, arabes? Non, ils ne sont pas arabes. Donc, il me fallait une réflexion autour de toutes ces terminologies. Et c'était évident pour moi que cette zone-là, c'est là où j'appartiens en fait. Et je me rappelle, pendant ces années, on me disait, est-ce que tu es arabe ou est-ce que tu es africaine? Et j'étais toujours dans la confusion laquelle je réponds. Et puis un beau jour, je me suis rendu compte que pourquoi je suis obligée de choisir. Je suis à la fois arabe et en même temps et d'une même manière africaine. C'est pas contradictoire, c'est juste la volonté de séparation qu'on nous oblige de choisir. Est-ce que tu es celle-là ou celle-là? Et moi, j'ai décidé de dire non. Les deux ont toujours été ensemble. D'ailleurs, tout mon travail sur les mouvements de libération, c'était une zone où, que ce soit les Égyptiens, les Algériens, avec les Ivoiriens et les Congolais, tout le monde s'entraidait. Mandela, Mondlane de Mozambique, Kabila au Congo, où est-ce qu'ils se sont entraînés entre l'Algérie, l'Égypte, c'est-à-dire toute cette partie, il n'y avait pas ces divisions de nord et de sud.
On nous les a imposés après. Et donc, moi, j'ai voulu sortir de cette volonté de division. D'abord, tous mes films, c'est des réponses à mes questions. Moi, j'en ai besoin. J'ai besoin de comprendre comment on en arrive là. Moi, je ne peux pas vivre, moi, en pensant que tous ces visions, tous ces luttes d'indépendance, tous ces sacrifices n'étaient pas vrais. Je ne peux pas l'accepter. Et donc, il y a eu des obstacles. Il y a eu des moments où les choses ont tourné mal. Donc, moi, j'ai besoin, pour moi, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour qu'on prenne l'option qui nous mène vers la dérive. Ce que j'appelle moi la dérive, parce que pour moi, on est en pleine dérive. Hein. Peut-être à travers mon prisme panafricaniste, auquel j'y crois encore, il y a les afro-pessimistes qui disent « Moi, je pense que le panafricanisme, c'est un processus, c'est pas un événement. On doit y croire. On a un destin commun, qu'on le veuille ou pas. » Et ça, c'est quelque chose qui est la base de ma réflexion. On nous a tellement, en tant qu'Égyptienne en plus, on nous a tellement mis dans la tête que l'Égypte est différent, ça ne fait pas partie de l'Afrique. Donc on nous a obligés de regarder notre destin lié au nord, qu'on doit traverser la mer pour regarder notre destin là-bas. Mais moi je trouve que ce n'est pas logique. Et donc il y a cette volonté de séparer l'Égypte de l'Afrique qui devient un peu ma quête personnelle de comprendre mais pourquoi vous voulez nous séparer et c'est une séparation que moi je n'accepte pas. Et donc, toutes ces questions de comment on en arrive là et pourquoi je ne peux pas ne pas y aller si on sait que Nasser, qui était un des fondateurs de l'OUA, qui armait les mouvements de libération partout, que c'est lui qui a choisi la femme de Kwame Nkrumah et que le radio égyptien avait 18 chaînes de radio avec de langues bantou. Et puis du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Donc, il y a un truc qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc, c'est pour ça que j'essaye toujours de trouver les fils qui mènent vers les origines de cette rupture. On a tout ce qu'il faut. On a une jeunesse brillante, on a les ressources, on a une multiplicité d'interconnexions et on a tout. Donc notre élévation et notre développement n'est pas dans les intérêts de tout le monde. Mais pour moi, c'est cette région et ces divisions et c'est surtout il y avait une telle vision collective qu'on avait construite ensemble qui devait marcher. Pourquoi ça n'a pas marché? Et c'est ça mon souci. Et pourquoi ça m'intéresse le Moyen-Orient et l'Afrique? Parce que c'est de là où je viens d'abord. Et les enjeux sont énormes. Sans pétrole, il n'y aura pas d'usine. Sans le titanium, il n'y aura pas de technologie, il n'y aura pas d'avion. C'est-à-dire, ce qu'on a, nous, chez nous, est essentiel pour le monde. Et j'essaye avec chaque film, j'essaye de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on reste dans ce chaos total. J'arrive pas à comprendre, moi. Je trouve pas la logique. En fait, j'ai commencé à faire ce film qui a terminé être complètement différent de comment j'ai démarré. Mais en fait, moi, ça me dépassait totalement comment, à notre époque, on peut encore avoir une génocide. C'est-à-dire, l'ONU elle-même est créée pour ne plus pouvoir avoir un génocide. Et ce même ONU passe 21 jours pour décider est-ce que c'est un génocide ou pas. Et pendant ce temps-là, on continue une
massacre et un chamboulement entier de la région. Et donc, moi, j'ai démarré en essayant de comprendre comment ce génocide était même possible. Et plus qu'on avançait, et au moment où je commence à tourner, il y avait cette espèce de mouvement vers Goma, et il y a eu un déplacement du problématique. Parce que tout d'un coup, le problématique qui était au Rwanda s'est déplacé vers le Congo, et un démarrage d'une guerre civile au Congo, j'étais en plein dedans. Et là, on commençait à voir ce mouvement qui s'appelait la FDL. On ne savait pas qui c'était, on ne savait pas qui étaient ces gens, on ne savait même pas si c'était des Rwandais, des Congolais et tout ça. Mais ce qui était évident, c'était régional, et que c'était pour la première fois tous ces leaders de la région se regroupent ensemble et en solidarité, vraiment la solidarité de laquelle on parlait dans les années 50 et 60, ils se sont venus ensemble pour se débarrasser de Mobutu, qui était une espèce d'épine qui maintenait ce post-colonialisme qui déchirait la région. En fait, ce film parle de 2 ans très précis, de 1997 ou bien 96 jusqu'à 98. C'est 2 années où il y a eu un vrai espoir du changement de la réalité de la région des Grands Lacs. Mais tout ça commence avec la tragédie, bien sûr, du génocide. Et malheureusement, ça se termine avec une deuxième tragédie, c'est l'éclatement de la guerre, qui redémarre toutes les problématiques, la guerre civile à l'intérieur du Congo et entre les différentes régions. Mais il faut aussi savoir que le Congo est vital. Comme dirait Fanon, que l'Afrique est en forme de pistolet et le Congo c'est la gâchette. Et moi j'y crois complètement, parce que autant que le Congo reste dans l'instabilité, c'est quasiment impossible que le reste de la région se stabilise. Et les intérêts de maintenir le Congo en instabilité, ça vient de partout. Donc, est-ce que c'est une tragédie? Pour moi, le Congo, c'est une des plus grandes tragédies mondiales, oui. Vous savez, le film de l'Afrique du Sud est venu, pas intentionnellement non plus, mais en regardant en arrière, c'est presque la suite de Cuba, sans l'avoir pensé comme ça. Parce que Cuba, c'est ce moment de l'indépendance. Tout ce qui a été sémé pour qu'on arrive à ces divisions, l'Angola par exemple, tout ce qui a été sémé dans l'année 75 qui mène vers une guerre civile qui dure pendant 27 ans. Donc c'est ce moment, ce croisement de chemin, cette conjoncture de l'indépendance, et ce que ça a donné. Pour moi, c'était le moment où cette vision devait nous mener ailleurs, et puis il y a eu cette tournure. Donc en suivant cette logique, j'essayais de voir d'où vient le problématique, toujours la même question. Et pour moi, la conclusion, c'est le moment de transition de l'indépendance vers un État qu'on gère nous-mêmes. Ce moment de transition, c'était le moment des cassures entre les leaders, les pères fondateurs de l'indépendance et les populations. Et ça s'est passé à un moment, cette réflexion, où l'ANC, qui est un mouvement de libération des années 60, donc dans le même mouvance, dans le même dynamique de tout ce que je couvrais, mais qui était en train de se passer par ce moment de transition pendant que je tournais. Et donc, en fait, l'idée de ce film, c'est comment ce rêve de l'indépendance pour lequel les gens ont lutté, ils ont donné leur vie, comment cette rêve est transformée au moment où elle est heurtée par la réalité de gouverner. Donc, comment cette ANC et tous les sacrifices qu'on connaît, comment au moment où ils sont au pouvoir, ils laissent les mêmes gens
qu'il défendait pendant tant d'années, comment ça se fait qu'il tourne le dos vers cette population, il tourne le dos vers les 10 points de la fondation de l'ANC. Quelle était ce dynamique? Et pour moi, bien sûr, Mandela est une légende, mais Mandela aurait pu faire énormément de choses pour son peuple. Mais le choix était entre devenir un pays développé, moderne, au niveau de l'Occident, ou bien est-ce qu'on va rectifier les malheurs du colonialisme? Et la plupart des pays, ils ont opté pour le développement et la modernité et qu'on s'assoit aux mêmes tables que les grands de ce monde, au lieu vraiment de s'occuper de l'héritage qu'on nous a laissé. Ma seule conclusion de ce film, c'était presque à m'adresser aux leaders de l'ANC et leur dire, vous êtes à un croisement de chemin. Vous pouvez prendre le même chemin que 53 autres pays ont pris et on connaît les résultats, ou vous pouvez nous dresser un autre bilan. Et c'était le moment où ils pouvaient faire ça. Mais ils ont pris le même chemin que tout le monde. Pourquoi? Parce qu'en Afrique du Sud, ils étaient tellement convaincus que leur histoire et leur réalité est tellement différente que le reste de l'Afrique. Donc, tous le sont, que ce soit l'Algérie, que ce soit la Zambie, que ce soit le Ghana, que ce soit tous ces pays et tous ces mouvements de libération, c'était différent. Ils ne voulaient pas accepter qu'on est tous dans le même problématique. Mandela, je pense qu'il aurait pu faire plus, beaucoup plus. Il avait les moyens. Thabo a eu une vision, mais il n'a pas voulu tendre la main vers sa population. Zuma a pris le populisme et Ramaphosa a tourné le dos à sa réalité. Sa réalité, c'était le chef de l'union de mineurs. C'est quelqu'un qui vient de ces mines. Le fait qu'il soit l'homme le plus riche de l'Afrique du Sud, normalement, ça devrait lui donner plus de moyens de dire non. Donc, j'espère que j'aurai tort, mais pour moi, l'Afrique du Sud est une blessure. En fait, ce film n'a pas démarré avec Cuba. Et c'est plus un hommage à une idée que Cuba a réussi à maintenir et à diffuser. Et c'est l'idée d'internationalisme. C'est une idéologie qui existait, mais on ne nous enseigne pas que ça existait. On nous parle de socialisme, on nous parle de capitalisme, on nous parle de plein d'idéologies, mais on ne nous parle jamais dans les écoles de ce moment où l'internationalisme, c'était la solidarité des faibles. Ensemble, on peut avoir un voix fort. Et c'est une idéologie qui a vraiment marché au milieu des années 60 jusqu'à la fin des années 70. Et c'est une période très importante. Et donc, moi, je n'avais pas démarré pour Cuba. Le film ne s'appelait même pas Cuba, une Odyssée africaine d'ailleurs. Moi, le film tel que je l'ai développé, ça s'appelait Requiem pour la Révolution. Mais au moment de la diffusion, on ne voulait pas de mon titre. Enfin, voilà. J'essayais de raconter l'histoire des mouvements de libération africaine. Mais j'essayais de trouver un moyen de passer d'une révolution à l'autre en gardant la cohérence. Et c'est là où j'ai trouvé le filière cubain, parce que Cuba a aidé, soit avec des armes, soit avec l'entraînement, soit avec de l'argent, peu importe, ils ont aidé 17 mouvements de libération africaine. Et donc c'est à travers
ce fil rouge, c'est en fait, je dis toujours que c'est un film sur les révolutions africaines cousu par le fil cubain. C'est des circonstances un peu particulières parce que moi j'avais eu des problèmes dans mon pays et pendant un moment je ne pouvais pas vraiment retourner. Donc il y a eu plus qu'une décennie de coupure entre moi et mon pays. Et c'était très douloureux et c'est un peu pour ça que comme c'était douloureux, je ne voulais pas trop savoir ce qui se passait parce que je ne voulais pas parler et à chaque fois que je parlais, c'était à nouveau des problèmes. Et quand il y a eu la révolution, pour dire la vérité, ça m'a pris par surprise parce que avec l'étendue de la répression, je ne pouvais pas croire que même, tu sais, il y avait depuis plusieurs années, tous les vendredis, il y avait des manifs. Donc, quand ça commence en janvier 2011, je me disais, bah, encore des manifs, et puis l'armée va venir, et en 3 minutes, c'est terminé. Et ça continuait, ça continuait. Et c'est que quelques jours plus tard que je me disais, mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Et j'avais envie de retourner en Égypte. Donc, j'ai pu retourner en Égypte le lendemain de la chute de Moubarak, en fait. Et pour moi, c'était assez incroyable parce que je revenais dans un pays qui est la mienne, que je comprends les codes, je connais les gens et tout ça, mais c'est comme si j'avais raté des étapes. Et faire ce film, pour moi, c'était très important parce que c'est pas une volonté de raconter l'histoire de l'Égypte. C'était encore dans la même logique de tous mes autres films. C'est comment on en arrive là. Qu'est-ce qui fait que ce peuple qui est opprimé depuis toujours, qui vit sur un état d'urgence depuis les années 60 et qu'à chaque fois quelqu'un parle direct en prison, qu'est-ce qui se passe quand on se dit ça suffit? Quel est le processus qui a mené vers cette révolution? Et pour moi, c'était à la fois facile et difficile. Facile parce que à la fois j'avais les codes, je connais les noms, je sais qui est qui, mais en même temps ça faisait presque 15 ans que j'étais tellement en dehors du quotidien du pouvoir parce que je ne voulais pas entrer dedans, que pour moi il fallait que je fasse l'enquête comme si c'était un pays que je ne connaissais pas. Donc j'ai recommencé en faisant une chronologie de qu'est-ce qui s'est passé, jour par jour, qui était qui, quels sont les mouvements, qu'est-ce qui s'est passé pour que ces changements se passent. Mais la vraie problématique était émotionnelle, parce que pour moi, Nasser est un héros. Nasser, c'est un des pères des panafricanistes. Et moi, je suis une panafricaniste profonde. Donc, le regarder à travers le prisme local et l'infrastructure qu'il a créée, qui a mené vers ce qui vit l'Égypte aujourd'hui, pour moi, c'était à la fois une déception avec la personne, mais qui ne m'a pas empêché de continuer à vénérer les idées de la personne. Donc, c'était un rapport assez compliqué, quoi. Je suis en début d'enquête, donc je ne vais pas dire beaucoup. Il y a en fait deux lignes. Une première ligne, c'est cette relation, toujours mon problématique essentielle, c'est cette relation et ces rapports de solidarité du nord et du sud du continent qui ont eu une tournure différente dans les années 80. Il ne faut pas oublier que Kadhafi, c'est l'enfant spirituel de Nasser. Et l'idée de panafricanisme qui tenait vraiment à cœur pour Nasser, c'est quelque chose que Kadhafi a suivi. Et deuxièmement, c'est le volet économique. Plus que j'avançais dans la logique de cet écroulement de la vision de l'indépendance,
j'arrive à un moment où je ne peux pas éviter d'entrer dans la question économique de cet effondrement. Et par le biais de la Libye et de franc CFA, j'essaye de questionner l'idée de l'indépendance et comment on en arrive là par le biais économique en fait. De parler encore d'esclavage de nos jours, c'est la honte. C'est plus que la honte. C'est comment on peut envisager qu'il y a encore un marché d'esclaves. Et d'ailleurs, pas seulement en Libye. L'esclavage existe en Mauritanie et bel et bien aussi. Les femmes de ménage esclaves en Arabie Saoudite, au Liban, c'est aussi tout ça, c'est inacceptable. Okay. Donc, comment on en arrive qu'il y a un marché d'esclaves? Comment on en arrive que la Libye empêche les gens de partir? Et ben, après l'assassinat de Kadhafi, on découvre que l'Europe payait la Libye pour faire ses camps, pour arrêter le flot. Ben, ils ont tué Kadhafi. Et bien le flot aujourd'hui, on ne parle plus de marché d'esclaves, on parle des réfugiés. Le problématique est le même, sur lequel on doit mettre le focus, ça dépend d'où on vient. Moi j'ai dit, il n'y aura pas de marché d'esclaves si on avait le droit de mobilité. Et le mot qui me froisse le plus au monde, c'est le mot subsaharien. Qu'est-ce que ça veut dire subsaharien? Ça veut strictement rien dire. Ça commence où et ça se termine où? C'est même pas un mot colonial. C'est un mot fabriqué dans les années 50. C'est un mot qui était réfléchi pour redéviser les zones. Comment ça se fait que l'Égypte est Moyen-Orient et que la Tunisie et le Maroc et l'Algérie, c'est Afrique du Nord? Pourquoi l'Égypte n'est pas Afrique du Nord aussi? Et la Libye, elle est quoi là-dedans? Elle est ni l'un ni l'autre. Et comment ça se fait que la Mauritanie est considérée comme subsaharien et le Soudan est considéré comme Moyen-Orient? Ça appartient à quelle logique tout ça? Donc il faut qu'on aille plus loin dans toutes ces réflexions et moi ces divisions-là, je ne les accepte pas. Africain, le mot Afrique, c'est un continent. On y est dedans quand même. Et ce qui renforce toutes ces séparations, c'est quoi? C'est les modes de financement. Maintenant, en tant que cinéaste, si je veux faire un film, je dois me déclarer soit égyptienne, donc j'obtiens mon argent sur la zone MENA. Ce que ça veut dire MENA, ben voilà une autre appellation. Ou bien je me déclare sud-africaine, comme j'ai le permanent residence, donc j'ai droit au fonds subsaharien, ou bien je me déclare, comme je suis domiciliée à Dakar, l'Afrique de l'Ouest, et c'est toute une autre zone de financement. Donc en fait, on entre dans leur logique par la réalité qu'on nous impose, encore une fois, économiquement. Donc c'est à nous de savoir, on joue ce jeu, mais est-ce qu'on appartient à ce jeu ou pas? On peut jouer le jeu, mais je ne suis pas obligée de croire qu'entre moi et mon frère dans le pays d'à côté, on a cette différence qu'on nous dit, c'est pas vrai. Au fond, ce que j'ai besoin de dire, c'est à nous décider si on va participer dans le diviser pour mieux régner, que le colonialisme n'a pas réussi à faire. Est-ce que c'est nous qui vont faire ça maintenant entre nous, ou est-ce qu'on peut le refuser? Moi j'ai dit, moi je le refuse. Et moi je suis contre l'idée de construire une Afrique nouvelle. Pourquoi on doit toujours tourner le dos? On a l'obligation
d'intégrer notre passé dans notre avenir. On vit une espèce de série, ok, on oublie le passé, ok, on redémarre, ok, un nouveau plan qui nous tourne de là à là. Mais même le fait qu'on est en train de parler en français, ça fait partie de notre réalité. Il y a eu le moment dans les années 70 avec Mobutu et la zaïrisation, et même en Algérie avec l'arabisation et tout ça, cette volonté de revenir. Oui, mais pourquoi on a besoin toujours avoir une espèce d'exclusivité, notre réalité est notre réalité. Et c'est là où Cabral était un génie. Cabral disait que, qu'on le veuille ou pas, entre les différentes tribus, la langue commune, c'est le portugais. Au lieu de la rejeter, on peut la utiliser à notre faveur. Donc, c'est ni la langue, c'est ni l'histoire, c'est ni tout ça n'a pas d'importance si nous on a une conviction de là où on doit aller. Des concepts comme la modernité, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est la modernité qui convient à nous? Il ne faut pas qu'on soit en permanence juste en train de copier. Là, on est en train de parler sur Zoom. Du jour au lendemain, notre réalité va être une réalité digitale où on n'a plus besoin de se voir, ni de se toucher, ni de se parler face à face. Et c'est comme ça. Eh ben non. Non. Est-ce que, pourquoi non? Parce que la réalité est que dès qu'on sort d'un de nos capitales, les gens n'ont pas accès. Et même s'ils ont accès, ils mettent dans leur téléphone 5 dollars pour leur durer tout le mois. Pour faire un zoom, au bout de 3 minutes, ça y est, tes 5 dollars sont partis. On n'a pas les moyens. Ce n'est pas notre réalité. Passer au digital seulement, on est en train de d'écarter toute notre jeunesse et tout notre espoir qui n'ont pas les moyens. Est-ce que les digital est important? Oui, mais exclusivement, c'est pas ça notre modernité. Peut-être c'est l'étape suivante pour l'Amérique et pour le. Mais est-ce que ça doit être la nôtre? Je pense que, au lieu d'être en permanence ceux qui suivent les tendances, on peut créer nos tendances à nous sur mesure. Qu'est-ce qui marche pour nous? On a des atouts. Comment utiliser nos atouts à nous? On peut réfléchir entre nous aussi. On ne peut pas parler de chinois comme un pouvoir colonial. La question, est-ce que c'est un pouvoir néocolonial? Et pour moi, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de proposer? Et pourquoi nos pays partent vers les Chinois? C'est parce qu'il y a un espoir d'engagement et d'un dialogue. Nous, on vient vous demander ça et ça. Et c'est presque comme si, à notre tour, nous, on est en train d'engager de mercenaires de développement. Parce que quand les Sénégalais décident qu'ils veulent faire des routes, des bâtiments, et ils veulent faire du shopping pour construire tout ça, mais ils n'ont pas envie d'entrer dans toutes les problématiques culturelles et tout ça, eh bien, ils choisissent les gens qui vont venir faire leur travail. Ils vont bien sûr pomper. Et peut-être plus loin, si on n'a pas bien négocié le deal, ils auront plus des droits. Mais c'est à nos leaders de savoir que c'est un business deal. Et un business deal, on a nos critères. C'est comme faire un film. Si je pars avec un producteur, que d'entrée de jeu, il me dit, je prends 100% de tes droits. Et ça arrive tous les jours, hein. Tiens-moi bien. Le nombre de jeunes Africains où ils se trouvent tous leurs droits partis de premier jour, eh ben ça, c'est à eux de dire non. C'est une négociation. Si tu réfléchis même pas à dire ah non, 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 en tant que mon producteur, tu n'as pas le droit à tous mes droits.
je te donne 30%. Il va revenir en disant non, moins que 50, non. Donc on parle sur 50. Soit ça va, tu dis ok, on partage à 50-50 les droits, mais à condition de ça et ça. Mais nos pays peuvent faire pareil avec les Chinois, chose qu'ils ne peuvent pas vraiment faire avec les autres, avec les Britanniques, avec les Français, avec les colonisateurs traditionnels. Parce qu'on vient, nous donne de l'argent en disant voilà les critères, soit c'est comme ça ou pas du tout. J'ai l'impression que pour l'instant avec le chinois, il y a espace de négociation, mais le vrai question, c'est qu'est-ce qu'ils ont signé comme dit nos leaders, on ne le sait pas. Donc est-ce que le problème devient les Chinois ou nos leaders? On n'en sait rien, on n'a pas de transparence, on ne sait pas ce qui nous attend. Donc, est-ce que je suis là à juste condamner la Chine et ses volontés de business? Non. Je veux juste souligner, c'est qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire ensemble en tant que Sud-Sud, sans exclure le Nord, parce que l'idée, c'est pas l'exclusion, mais ensemble, on a un moyen de négocier qui est tellement plus fort. J'ai pas besoin, moi, d'aller à l'autre bout du monde. Si ensemble, on peut dire, OK, nous, voilà notre configuration, vous voulez venir avec vous, nous ou pas. On peut inclure le Nord, mais on n'est pas obligé d'être dépendant de Nord. Et je pense que cette notion, si chacun de nous individuellement est conscient de sa propre pouvoir, on ira beaucoup plus loin.